Je m'appelle Lucia, j'ai 33 ans. Je suis major dans l'armée de l'air, et agent fantôme. Une fonction dont même mon propre père ignore l'existence. À la base aérienne de MacDill, parmi 200 officiers supérieurs, l'odeur du café rassis et un silence étouffant remplissaient la pièce. Mon père, le général Neves, m'a ri au nez. Il m'a pointé du doigt, et sa voix a résonné dans tout l'auditorium. « Assieds-toi, Lucia. Tu es une moins que rien. Ne me fais pas honte. » Il n'avait aucune idée que l'homme qui venait de franchir les portes n'était pas là pour le voir. Ce colonel des Navy Seals, à la carrure imposante, était là pour me trouver. Et mon nom de code, ce n'était pas la fille du général. Mon père se croyait l'homme le plus puissant de la pièce. Mais, quand il a lu le dossier étiqueté Ghost 13, son visage est passé du rouge écarlate à une pâleur de fantôme. Il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Commentez justice et abonnez-vous, si vous avez déjà été sous-estimé par votre propre famille. Voici une histoire sur le prix de l'arrogance. L'air dans la salle de briefing stratégique de la base de MacDill avait toujours la même odeur. Café brûlé, cire industrielle pour le sol, et le goût métallique d'une climatisation agressive. C'était une odeur froide, stérile, le parfum de la bureaucratie et du pouvoir. J'étais assise au fond de la salle, siège Z14. Ma colonne vertébrale était pressée contre le plastique dur de la chaise. Mon uniforme était repassé avec une telle précision, qu'il aurait pu couper du verre. Mes cheveux blonds étaient tirés en arrière, dans un chignon réglementaire si serré, qu'il me tirait sur les tempes. Je me faisais toute petite. Je me rendais invisible. C'était un mécanisme de survie, perfectionné au cours de 3 décennies. Non pas à l'école de survie, mais à la table familiale. Tout devant, sous les néons aveuglants, siégeaient les VIP. Et pile au centre, trônant comme un roi, se trouvait mon père, le général Arthur Neves. Il avait 60 ans, mais il portait son âge comme on porte des médailles. Ses cheveux argentés arboraient une coupe militaire stricte, défiant la gravité, et sa peau était bronzée par les week-ends passés sur les terrains de golf avec des sénateurs. Il riait bruyamment d'une chose qu'un lieutenant-colonel venait de lui glisser à l'oreille. C'était un rire tonitruant, exercé. Le genre de rire conçu pour remplir une pièce, et rappeler à tout le monde qui en contrôlait l'oxygène. Excellente, Johnson. Excellente, a beuglé mon père, en se tapant la cuisse. Les officiers alentour ont ricané en chœur. Un véritable chœur de sycophantes. Ils ne riaient pas parce que c'était drôle. Ils riaient, parce que c'était un général avec 3 étoiles sur l'épaule, et que leur carrière dépendait de son humeur. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Elles étaient immobiles. Elles se devaient de l'être. J'ai repensé à Marc Aurèle, l'empereur stoïcien que je lisais chaque soir avant de dormir. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice. J'ai pris une grande inspiration, je l'ai retenue pendant 4 secondes, puis j'ai expiré sur le même rythme. C'est alors que l'atmosphère de la pièce a changé. Ce n'était pas un bruit, mais un changement de pression. Les lourdes doubles portes, au fond de l'auditorium, se sont ouvertes. Pas avec le grincement habituel, non. Elles se sont ouvertes à la volée, avec une violence maîtrisée. Le brouhaha de la salle s'est tu instantanément. Même le rire de mon père a été coupé net, coincé dans sa gorge comme une arête de poisson. Un homme est entré. Il ne marchait pas, il s'avançait d'un pas prédateur. Il portait l'uniforme de travail de la Navy. Son camouflage numérique dénotait complètement dans cet océan de bleu de l'armée de l'air. Sur son col, l'aigle argenté d'un colonel. Sur sa poitrine, le trident d'un Navy Seal. Le colonel Marcus Hay. Je le connaissais, pas socialement, mais sur le plan opérationnel. Nous avions partagé un hélicoptère d'extraction à Kandahar, 3 ans auparavant. C'était une légende dans la communauté des opérations spéciales. Un homme qui ne faisait pas de politique, mais qui jouait pour de bon. Il a ignoré les 200 têtes qui se tournaient vers lui. Il a ignoré le protocole. Il a marché droit au milieu de l'allée centrale. Ses bottes résonnaient de façon rythmée sur la moquette. Il s'est arrêté à 3 mètres de l'estrade, fixant directement le panel des généraux. Général Neves, a dit Hay. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait jusqu'au fond de la pièce avec une clarté terrifiante. C'était une voix rocailleuse, rugueuse comme du papier de verre. Mon père a cligné des yeux, visiblement agacé qu'on lui ait volé la vedette.
Il a réajusté sa cravate, enfilant son masque de leader bienveillant. Colonel Aïe, à quoi devons-nous cette interruption? Nous sommes en plein milieu d'une évaluation stratégique. Je n'ai pas le temps pour des évaluations, général, a tranché Aïe en l'interrompant. J'ai une situation qui se développe dans le secteur Sierra Tango. J'ai besoin d'un agent de niveau 1. Déploiement immédiat. Mon père s'est moqué en se renfrognant dans sa chaise, nous avons plein de pilotes ici, colonel. Faites votre choix. Je n'ai pas besoin d'un pilote, a répliqué Aïe. J'ai besoin d'un fantôme. Plus précisément, d'un tireur d'élite, avec une accréditation très secrète, et une capacité de reconnaissance approfondie. La salle est devenue silencieuse. Accréditation très secrète. Des informations sensibles et compartimentées. Ce n'était pas seulement une accréditation de haut niveau, c'était le genre d'accréditation n'existe pas. Aïe a balayé la pièce du regard, ses yeux furetant comme un prédateur en quête de sa proie. On m'a dit que cet atout se trouvait dans cette pièce. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. Fais-le, Lucia. Je n'ai pas regardé mon père. Je n'ai pas regardé les visages confus des hommes autour de moi. Je me suis concentré sur le panneau de sortie, au-dessus de la tête de Aïe. Je me suis levé. Le bruit de ma chaise raclant le sol a résonné, comme un coup de feu dans une bibliothèque. Les têtes se sont tournées. 200 paires d'yeux ont quitté l'estrade, pour se fixer sur le fond de la salle. Je me tenais au garde à vous, les épaules en arrière, le menton levé. Une parfaite statue de discipline militaire. Marcus Aïe s'est tourné lentement, et a plongé son regard dans le mien. Il n'y avait aucune reconnaissance sur son visage, juste une évaluation professionnelle. Il a hoché la tête une fois. Mais, avant qu'il ne puisse parler, une voix a tonné depuis l'avant de la salle, « Assieds-toi ». C'était mon père. Il ne regardait plus Aïe, il me regardait moi. Son visage s'était métamorphosé. Le leader bienveillant avait disparu. À sa place se trouvait l'homme qui inspectait ma chambre, avec un gant blanc, quand j'avais 10 ans. Son visage était tordu par un mélange de gêne et de rage. « Major Neves » a-t-il aboyé, sa voix dégoulinant de condescendance. « Ne m'avez-vous pas entendu ?» J'ai dit, « Assieds-toi. » « Général, ai-je commencé ?» ma voix assurée malgré le tremblement de mes genoux. Le colonel a demandé. « Je me fiche de ce qu'il a demandé » a hurlé mon père, se levant pour asseoir sa domination. Il a regardé autour de lui, offrant un sourire crispé et plein d'excuses aux autres officiers. Comme si j'étais un enfant capricieux, qui venait de renverser du jus de fruits sur la moquette. « Mes excuses, messieurs » a dit mon père, son ton se changeant en un petit rire dédaigneux. Il m'a pointé du doigt. Un doigt qui ressemblait à une arme. Ma fille, elle s'embrouille parfois. Elle travaille dans l'administration, la logistique et les chaînes d'approvisionnement. Elle a tendance à surestimer son importance. La salle a poussé un soupir de soulagement. La tension est retombée. Une vague de rire s'est propagée dans la foule. L'administration a chuchoté quelqu'un tout près. Elle s'est levée pour une demande de tireur d'élite. Excellente, celle-là. Assieds-toi, Lucia, a dit mon père, sa voix tombant dans un grognement bas et dangereux, que seuls les membres de la famille pouvaient reconnaître. Tu n'es rien dans cette équation. Ne me fais pas honte. Pas ici. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Ce verset des Proverbes a traversé mon esprit. Je suis resté là pendant 3 secondes. 3 secondes qui m'ont paru être 3 vies entières. J'ai senti la chaleur monter à mes joues. Non pas de honte, mais d'une fureur froide et dure. Il ne m'avait pas seulement renvoyé, il m'avait effacé. Pour lui, l'uniforme que je portais n'était qu'un costume. Le grade sur mon épaule, une simple décoration. Lentement, je me suis rassise sur ma chaise. Mon père a hoché la tête, satisfait. Il avait remis le chien dans sa niche. Il s'est tourné vers Marcus Aïe, affichant un sourire charmeur. « Maintenant, colonel, trouvons-vous un vrai opérateur, d'accord ?» Mais je ne regardais plus le sol. J'ai levé la tête, et j'ai regardé fixement le dos de mon père. Il a tourné la tête légèrement, croisant mon regard une brève seconde, avant de me rejeter à nouveau. Ce regard. C'était ce même regard de mépris désinvolte et absolu. Le regard qui disait, « Tu n'es rien ». Le regard qui disait, « Tu n'es qu'une fille ». La climatisation bourdonnait,
froide et indifférente. Mais alors que je fixais l'arrière de sa tête, la salle de briefing s'est effacée. L'odeur de café s'est dissipée, remplacée par celle de la dinde rôtie et du vernis à bois. Je n'étais plus un major de 33 ans. J'avais à nouveau 18 ans, assise à la table de salle à manger en acajou en Virginie. Et mon père me regardait avec ces mêmes yeux, ce même regard noir. C'était là le pont entre le présent et le passé. Alors que j'étais assise dans cette salle de briefing stérile en Floride, fixant la nuque de mon père, le bourdonnement froid de la climatisation s'est évanoui. Il a été remplacé par l'odeur de la farce à la sauge, de la dinde rôtie, et par le parfum lourd et suffocant du vernis à bois. J'ai été transporté dans la banlieue de la Virginie du Nord. J'avais 18 ans. C'était le jour de Thanksgiving. Notre maison était une vaste demeure de style colonial, avec des colonnes blanches et une pelouse si parfaitement entretenue, qu'on l'aurait cru coupée au ciseau. L'intérieur était un musée dédié à l'ego de mon père, des photos encadrées de lui serrant la main de sénateur, des vitrines remplies de ses médailles, et un drapeau américain plié en un triangle parfait sur la cheminée. La table de la salle à manger était dressée avec la belle porcelaine, celle que nous avions la terreur d'ébrécher. Ma mère avait passé 3 jours à préparer le repas. La dinde était bien dorée, la sauce au canneberge était parfaitement gélifiée, et le gratin de patates douces fumait au centre de la table. Mais, l'air était si froid, que l'on aurait pu voir son propre souffle. « Passe la sauce », a dit mon père, sans lever les yeux de son assiette. En fond sonore, le match des Dallas Cowboys hurlait depuis la télévision du salon. Le rugissement de la foule ponctuait le silence à notre table. J'ai pris une grande inspiration. Mes mains tremblaient sous la table, serrant la serviette jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. J'avais des nouvelles. De grandes nouvelles. Je les avais gardées pour moi pendant des semaines, attendant le moment parfait. Sûrement, en ce jour d'action de grâce, en ce jour de famille, il me verrait enfin. « Papa », ai-je commencé d'une petite voix. « J'ai reçu la lettre aujourd'hui. » Il a continué à mâcher, découpant un morceau de viande blanche avec une précision chirurgicale. « Quelle lettre ?»« L'armée de l'air », ai-je dit, incapable d'empêcher la fierté de percer dans ma voix. « J'ai été accepté. » Pas seulement accepté, papa. Je me suis qualifié pour la filière spécialisée. Mes scores à la SVAB étaient dans le 99e centile. Ma mère s'est figée, la saucière suspendue en l'air. Elle l'a regardé, les yeux écarquillés, le suppliant silencieusement d'être gentil. Juste pour cette fois. Mon père a lentement posé sa fourchette. Le tintement contre la porcelaine a résonné comme un coup de maillet. Il m'a enfin regardé. Ce n'était pas un regard de fierté. C'était un regard d'incompréhension, comme si je venais de lui annoncer « J'ai l'intention de devenir clown dans un cirque ». Infirmière, a-t-il demandé. Ou logistique? Opération de combat, les jeux corrigés en me redressant. Je veux voler. Ou peut-être les renseignements. Il a ri. Ce fut un aboiement court et sec. Il a pris son verre de vin, faisant tournoyer le coûteux cabernet. Lucia, ma chérie, soyons réalistes. L'armée, c'est une vie difficile. Ce n'est pas pour quelqu'un de ton tempérament. Tu veux aider les gens? Deviens infirmière. Trouve un gentil officier dans le corps médical. Ne joue pas aux soldats. Mon cœur s'est brisé, juste comme ça. Mais, papa, ai-je insisté. Mes scores étaient plus élevés que les tiens quand tu t'es engagé. La température de la pièce a chuté de 10 degrés. Les scores, c'est du papier, a-t-il rétorqué d'un ton sec. La guerre, c'est du sang. Tu n'as pas l'estomac pour ça. Il s'est détourné de moi, balayant tout mon avenir d'un revers de main. Il a regardé mon frère, Jason, qui était assis en face de moi. Jason, l'enfant chéri. Jason, qui venait d'abandonner l'université de Virginie parce que la pression était trop forte. Lui, qui avait passé les 3 derniers mois à dormir sur le canapé et à jouer aux jeux vidéo. Jason. La voix de mon père s'est adoucie instantanément, devenant chaleureuse et paternelle. Comment se passe la recherche d'emploi, mon fils? Pas d'urgence, tu sais. Tu as besoin de te trouver. Prends ton temps. Nous sommes fiers de toi, d'avoir reconnu tes limites. Jason a haussé les épaules, s'enfournant un petit pain dans la bouche. Merci, papa. J'ai baissé les yeux vers mon assiette.
La dinde ressemblait à des cendres. L'injustice me brûlait la gorge comme de l'acide. Jason avait abandonné, et il était soutenu. J'avais excellé, et j'étais rejeté. Cette nuit-là, pendant que le reste de la maison dormait, je me suis allongé sur le sol de ma chambre. J'ai glissé la main sous mon lit, et j'ai sorti une vieille boîte de chaussures Nike. C'était mon secret. C'était ma honte. À l'intérieur, il n'y avait ni lettres d'amour ni journaux intimes. Il y avait des rubans. Des rubans bleus du stand de tir local, des certificats de meilleure tireuse du camp d'été du ROTC, auquel j'avais participé sans le lui dire. J'ai fait glisser mes doigts sur les dorures des récompenses. J'avais dû les cacher. Chaque fois que j'avais essayé de lui montrer une cible avec un groupement de tir serré, il ricanait, « Les armes sont pour les hommes, Lucia. » Une femme tenant un fusil a l'air ridicule. Elle a l'air désespérée. J'ai donc appris à cacher mon talent. J'ai appris à avoir honte de la seule chose pour laquelle j'étais véritablement doué. J'ai repoussé la boîte dans l'obscurité. Elle prendrait la poussière avec les monstres sous le lit. Je suis descendu pour prendre un verre d'eau. Ma mère était dans la cuisine, en train de frotter la rôtissoire. Ses mains étaient rouges et à vif, à cause de l'eau chaude. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait toujours l'air fatiguée. Maman, ai-je chuchoté. Pourquoi fait-il ça? Pourquoi déteste-t-il que je veuille servir? Elle a soupiré, sans se retourner. Elle continuait à frotter, la paille de fer crissant contre le métal. Il ne déteste pas ça, Lucia. C'est juste. Il s'inquiète. Il est d'une autre époque. La vieille garde. Il pense qu'il te protège. Il ne me protège pas, ai-je répondu, la voix tremblante. Il m'efface. Elle a fermé l'eau, et s'est essuyé les mains sur un torchon. Elle s'est approchée et a touché ma joue. Sa main était chaude, mais ses yeux étaient vides. Ne fais pas de scandale, ma chérie. S'il te plaît. Pour moi, laisse-le juste être le général. C'est plus facile comme ça. La complicité du silence. Elle m'aimait, mais elle le craignait encore plus. Ce schéma n'a jamais changé. Il m'a suivi hors de cette maison, et jusque dans l'uniforme. 3 ans plus tard, pendant un entraînement tactique avancé dans le désert de Mojave, j'ai fait une mauvaise chute lors d'un exercice de descente en rappel de nuit. Je me suis déchiré la coiffe des rotateurs et fracturé 2 côtes. J'ai passé 3 jours à l'hôpital de la base. Je ne l'ai pas appelé. Je savais à quoi m'en tenir, mais ma mère l'a fait. J'ai attendu un appel, une carte, même un banal bon rétablissement avec sa signature apposée par un secrétaire. Rien n'est venu. Le 4e jour, alors que je préparais mon sac pour quitter l'hôpital, mon téléphone a vibré. Un SMS de papa. Mon cœur a fait un bond. J'avais 21 ans, j'étais une femme adulte, un officier commissionné, et pourtant, j'étais toujours une enfant désespérée, attendant la moindre miette. J'ai ouvert le message. Maman m'a dit que tu t'étais blessé. Je t'avais dit que ce n'était pas une cour de récréation. Tu as fait tes preuves. Démissionne et rentre à la maison. Le fils du voisin, Patrick, est célibataire. Il est avocat. Il est temps de te marier et d'arrêter ces bêtises. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que le rétroéclairage s'éteigne, me laissant dans le noir. Il n'a pas demandé si je souffrais. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il a vu ma douleur comme une opportunité de prouver qu'il avait raison. Il a vu mes os brisés comme un signe que je devais retourner dans une cuisine. Si vous avez déjà mis tout votre cœur à rendre quelqu'un fier, pour vous heurter uniquement à une froide indifférence ou à des critiques, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et commentez, je suis assez, ci-dessous. Rappelons-nous mutuellement que notre valeur n'est pas définie par l'approbation de quelqu'un d'autre. J'ai supprimé le message. C'est cette nuit-là que la tristesse s'est transformée en autre chose. Elle est devenue une pierre dure et froide, au creux de mon estomac. Je me tenais dans cette chambre d'hôpital, tenant mon bras blessé, et je me suis posé la question qui allait me hanter pendant la décennie suivante. Pourquoi est-ce que j'essayais encore de faire mes preuves, face à un homme qui était déterminé à rester aveugle? S'il refusait de me regarder quand j'étais dans la lumière, peut-être devais-je aller dans un endroit dont il ne pourrait détourner les yeux. Quelque part de plus sombre, quelque part de plus dur. Je n'allais pas être infirmière. Je n'allais pas être la femme d'un avocat. J'allais devenir ce qu'il craignait le plus.
J'allais devenir une arme qu'ils ne pourraient pas contrôler. Si vous voulez savoir à quoi ressemble l'enfer, ce ne sont pas les flammes et le soufre. C'est un fossé de drainage en Géorgie. 3 heures du matin, sous une température de 4 degrés, avec la boue qui s'infiltre dans vos pores. J'avais 22 ans, allongé sur le ventre dans une tenue de camouflage ghillie, pesant 9 kilos à sec, et plus de 22 kilos une fois mouillé. Je n'avais pas bougé depuis 14 heures. Mon corps hurlait. Chaque articulation me donnait l'impression d'être broyée en poussière. Une fourmi rampait sur ma paupière, mais je ne pouvais pas cligner des yeux. Si je clignais, le moindre reflet risquait de trahir ma position, face aux observateurs qui scrutaient la lisière des arbres avec des optiques surpuissantes. C'était l'école des tireurs d'élite. Le taux d'échec y dépassait les 60%. Pour les femmes, c'était presque impossible. Non pas parce que nous ne savions pas tirer. Statistiquement, les femmes sont d'ailleurs de meilleures tireuses, en raison d'un centre de gravité plus bas et d'une plus grande patience. C'était à cause de la résistance mentale. Ma vessie était pleine. Douloureusement pleine. Dans une vie normale, dans la vie que mon père souhaitait pour moi, je me serais excusé. Je serais allé dans une salle de bain carrelée, avec du pot pourri sur le comptoir. Mais ici, dans la boue, il n'y avait pas de pause. Endurcis ton esprit, ai-je pensé. Je me suis concentré sur la voix dans ma tête. Ce n'était plus celle de mon père. C'était celle de David Gauguin. J'avais écouté et Cantor me en boucle pendant mes marches forcées. Je repassais ces mots dans ma tête, comme une prière, quand tu crois en avoir fini, tu n'es qu'à 40% des capacités de ton corps. Je n'ai pas bougé. Je me suis simplement laissé aller. J'ai senti la chaleur se répandre dans la combinaison, suivie immédiatement par un froid glacial, lorsque l'urine s'est mélangée à la boue. C'était dégradant. C'était répugnant. Et c'était absolument nécessaire. Je suis resté là, encore 18 heures dans ma propre saleté. Quand les instructeurs sont finalement passés juste à côté de moi, manquant ma position de quelques centimètres, je n'ai pas ressenti de honte. J'ai ressenti du pouvoir. J'avais accompli ce que les petits chéris n'avaient pas pu faire. Je m'étais effacé pour survivre. 6 mois plus tard, la boue de la Géorgie a laissé place à la poussière de la vallée de Korangal, en Afghanistan. Ce n'était plus de l'entraînement. C'était la réalité. Ma première mission consistait à couvrir une section de Sile, qui nettoyait un village soupçonné d'abriter des coursiers HVT, cible de grande valeur. J'étais perché sur une crête, à près de 750 mètres de là, observant à travers une lunette Schmidt et Bender. Mes mains tremblaient très légèrement. C'était le moment de vérité. Les armes sont pour les hommes, m'avait dit mon père. Tu n'as pas l'estomac pour ça. En contrebas, les communications ont grésillé. On essuie des tirs. À 3 heures, position en hauteur. Je l'ai vu. Un combattant armé d'un RPG, lance-roquette, est apparu de derrière un muret en pierre, visant directement le véhicule de tête. Les tremblements se sont arrêtés instantanément. Mon monde s'est réduit au réticule de ma lunette. Dérive latérale, 3 clics à gauche. Élévation ajustée pour l'angle. Inspire. Expire. Pause au bout de l'expiration. Presse. Le recul du M24 a percuté mon épaule. Une seconde plus tard, un nuage rose a éclaboussé la roche grise. Le combattant s'est effondré. Le RPG a cliqueté inoffensivement sur le sol. Bon impact sur cible, a chuchoté mon observateur. Tir net. Je ne me suis pas senti malade. Je ne me suis pas senti triste. J'ai ressenti une satisfaction froide et professionnelle. Je venais de sauver 4 vies américaines. J'étais doué pour ça. J'étais même exceptionnel. J'ai enchaîné 2 déploiements. J'ai accumulé un nombre de tirs mortels confirmés, qui aurait rendu jaloux n'importe quel officier de l'état-major de mon père. Je suis rentré, avec du sable dans mes bottes et une Bronze Star dans mon sac polochon. Je suis rentré en Virginie, en permission. C'était l'été. Les cigales chantaient. Mes parents organisaient une garden party. La pelouse était impeccable. Le vin blanc était au frais. Et, les invités étaient les habitués de Washington, des lobbyistes, des entrepreneurs, et des officiers en quête de promotion. Je portais une robe d'été, couvrant les bleus sur mes épaules laissées par la crosse du fusil. Je me sentais comme une extraterrestre.
Le silence de l'Hindu-Kush résonnait encore à mes oreilles. Pourtant, ici, les gens se plaignaient de l'humidité et de la circulation sur l'île 95. Une femme s'est approchée de moi. Madame Gable, la femme d'un sénateur. Lucia, ma chérie. On ne t'a pas vu depuis une éternité, a-t-elle gazouillé, en faisant tournoyer son chardonnay. Ton père m'a dit que tu étais parti. Où étais-tu? J'ai ouvert la bouche. Je voulais dire, j'étais dans la vallée de pêche, à assurer la couverture de la 101e division aéroportée. Je n'ai pas dormi dans un lit depuis 7 mois. Mais, avant que je ne puisse parler, la main de mon père s'est posée sur mon épaule. Elle était lourde, possessive, et porteuse d'un avertissement. Elle était en Europe, a lancé mon père d'une voix forte, avec ce sourire charmeur et artificiel. Elle faisait du sac à dos. Vous savez comment sont les millénials. À se chercher dans les auberges de jeunesse, en France et en Italie. Je me suis figé. Madame Gable a ri, oh, c'est merveilleux. Paris au printemps, c'est à tomber par terre. J'ai regardé mon père. Il ne m'a pas rendu mon regard. Il scrutait déjà la foule, à la recherche d'une personne plus importante à qui parler. Il avait menti. Il avait transformé mon service, mon sacrifice, mon sang et ma sueur, en de simples vacances. Pourquoi? Parce qu'une fille qui tue des terroristes, ça ne colle pas avec l'image de la petite famille modèle du général. C'était trop désordonné, trop masculin. Ça menaçait sa propre gloire. Je me tenais là, entouré de pouvoir et de richesse, et j'ai réalisé que j'étais invisible. Je ne l'ai pas corrigé. Je n'ai pas fait d'esclandre. J'ai juste pris une gorgée de montée glacée, et j'ai laissé le mensonge m'envelopper comme un linceul. C'est à ce moment précis que Lucia est morte, et que Ghost est véritablement né. À mon retour à la base, mon équipe a commencé à remarquer un changement. Je ne traînais plus au club des officiers. Je ne me vantais pas de mes tirs. Je ne racontais pas d'histoires de guerre. Je faisais le boulot, je rédigeais le rapport, et je disparaissais. Où est passé Neves, a demandé mon commandant un jour, après un briefing de mission. Disparu, mon commandant, a répondu Marcus Hay, qui était alors capitaine de corvette, en regardant la chaise vide où j'étais assise quelques secondes auparavant. Elle est comme un fantôme. Vous ne la voyez que lorsqu'elle le veut bien, et elle a disparu avant que vous ne puissiez la remercier. Ghost, le surnom est resté. Plus tard, quand j'ai obtenu mon accréditation très secret, et rejoint la division des activités spéciales, j'ai choisi mon nom de code. Ghost 13. Le chiffre 13 portait malheur. C'était la poisse de mon père. Parce qu'il croyait m'avoir enterré sous ses mensonges. Il croyait m'avoir imposé le silence par la honte. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est qu'en m'ignorant, en me forçant à rester dans l'ombre, il m'avait fourni la couverture parfaite. Il m'avait entraîné à être invisible. Et l'invisibilité, c'est la meilleure arme d'un tireur d'élite. Le Rusty encore n'était pas le genre d'endroit qu'on trouve sur Yelp. C'était un bar miteux, niché sur une voie de service, à près de 5 km de la porte principale de la base. Il n'y avait pas de fenêtre. Le sol collait en permanence à cause des bières pression renversées, et l'air sentait un mélange de houblon rassis, de désinfectant au citron, et de sueur. Pour un civil, ça ressemblait sans doute à un trou à rats. Pour nous, c'était une cathédrale. C'était vendredi soir. Le jukebox dans le coin jouait du George Strait. Le son grave de la guitare rivalisait avec le claquement sec des boules de billard, et les éclats de rire provenant des banquettes. J'étais assise à une table en bois éraflée, près du fond, sirotant une bouteille de Miller High Life. Je ne portais pas mon uniforme. J'étais en jean et t-shirt gris. Pour la première fois depuis des jours, mes cheveux étaient détachés. Autour de moi se trouvait mon équipe, ma vraie famille. Il y avait Tex, un spécialiste des armes lourdes originaire de Houston, capable de démonter une mitrailleuse en 30 secondes, les yeux bandés. Il y avait Miller, notre spécialiste en communication. Il ressemblait à un comptable de lycée, mais il avait reçu une Purple Hat pour avoir sorti un marine blessé d'un 1V en flammes. Et puis, il y avait le souvenir de l'homme qui nous avait tous réunis. Je fixais la condensation coulant le long de ma bouteille de bière, et mon esprit m'a ramené à une salle de briefing à Kandahar, 6 mois plus tôt. C'était la première fois que je travaillais directement avec le colonel Marcus Hay. C'était une opération conjointe, avec des enjeux très élevés.
le sauvetage d'un otage dans les montagnes. Nous étions coincés dans une vallée, essuyant des tirs nourris de 3 côtés différents. L'hélicoptère d'extraction ne pouvait pas atterrir. Nous commencions à manquer de munitions. J'avais trouvé un perchoir. Un affleurement rocheux accidenté, à 450 mètres de haut. Je suis resté là pendant 12 heures, cuisant sous le soleil, à calculer la vitesse des vents, qui tourbillonnaient de manière imprévisible dans le canyon. J'ai tiré 9 fois. J'ai abattu 9 ennemis, tango. Chacun d'eux représentait une menace, s'apprêtant à prendre l'équipe de Haï à revers. Quand nous sommes finalement rentrés à la base, couverts de poussière et saturés d'adrénaline, je m'attendais au scénario habituel. Je m'attendais à ce que les SEAL aillent faire leur propre débriefing, en ignorant le soutien de l'armée de l'air. Au lieu de cela, Marcus Haï s'est dirigé droit sur moi au réfectoire. Il était couvert de crasse, le visage strié de sueur. Il n'a pas souri. Il n'a pas flirté. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il a violemment posé une bouteille d'eau fraîche sur la table devant moi. Neves, avait-il dit, de sa voix rocailleuse. Mon commandant, avais-je répondu, en me levant instinctivement. Asseyez-vous, m'avait-il ordonné. Mais pas comme mon père. C'était un ordre donné avec respect. Il s'était penché, baissant la voix pour que je sois la seule à l'entendre. Ce tir sur le tireur au RPG. Celui à 11 heures. La dérive latérale était compliquée, mon commandant, avais-je répondu. Vous avez sauvé la vie de mon éclaireur, a dit Haï. Vous êtes l'œil qui voit tout, Major. Sans vous, là-haut sur ce rocher, nous serions rentrés dans des housses mortuaires aujourd'hui. Il m'a donné une forte tape sur l'épaule. Ce n'était pas possessif, c'était une approbation. Vous êtes une arme, Neves. Une sacrée bonne arme. Ce moment-là a eu plus de valeur à mes yeux, que toutes les médailles que mon père avait jamais exhibées dans ses vitrines. Haï n'avait pas vu une femme. Il n'avait pas vu la fille d'un général. Il avait vu un soldat. De retour au Rusty encore, une main s'agitant devant mon visage m'a arraché à mes souvenirs. La terre appelle Ghost, Harry Tex, en faisant glisser un pichet de bière sur la table. Tu refais ce regard perdu dans le vide. Bois. C'est moi qui régale ce soir. J'ai souri. Un sourire sincère, qui atteignait mes yeux. Merci, Tex. Et, a lancé une voix éraillée depuis le siège à côté de moi. Je me suis retourné. C'était la sergente-chef Elena Rodriguez. Elle avait 50 ans, le cuir épais, avec des mèches grises dans les cheveux. Son regard cynique avait vu passer trop de commandants. Elle approchait de la retraite, et elle était devenue la mère poule officieuse de notre unité. Du moins, si les mères poules buvaient du whisky pur, et fumaient des Marlboro Red. Elena a pris une gorgée de son verre, et m'a regardé avec une intelligence perçante. J'ai entendu parler du briefing aujourd'hui. De la liste des promotions. Je me suis raidi. Je n'avais pas été retenu pour la filière de commandement, une fois de plus. Et laisse-moi deviner, a dit Elena, en baissant la voix. Papa chéri y est pour quelque chose. J'ai haussé les épaules, traçant le contour de ma bouteille avec le doigt. Il dit que je ne suis pas prête. Il dit que j'ai besoin de plus d'expérience administrative. Il pense que le terrain me rend brutal. Elena a ricané, en soufflant un nuage de fumée imaginaire. Elle s'est penchée près de moi, son ton passant de la désinvolture à l'intensité. Écoute-moi, Lucia. J'ai servi sous les ordres d'hommes comme Arthur Neves pendant 30 ans. Je connais le genre. Elle a pointé un doigt calleux vers ma poitrine. Il n'est pas aveugle. Il sait exactement à quel point tu es doué. Et c'est bien là le problème. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est jaloux, a murmuré Elena. C'est un officier de la vieille école. Il a gagné ses galons en serrant des mains et en jouant au golf. Toi. Tu gagnes les tiens dans la boue. Tu imposes le respect. Le vrai respect. Le genre qu'il ne peut pas acheter. Ne laisse pas l'ombre du vieux bloquer ton soleil. Gamine. Il est mort de peur qu'un jour, tu ne l'éclipses. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Jaloux. Mon père, le grand général. Cela semblait impossible. Pourtant, en regardant autour de la table Tex et Miller rire, en voyant la façon dont ils me traitaient d'égal à égal, comme une pièce vitale de la machine,
j'ai réalisé qu'Elena avait peut-être raison. Ici, j'étais Ghost 13. J'étais indispensable. Mon téléphone a vibré violemment sur la table, cliquetant contre le bois. L'écran s'est allumé. Le nom, Papa, clignotait en lettres lumineuses et autoritaires. Les rires à la table ont semblé s'éteindre. La chaleur du bar s'est évaporée. J'ai attrapé le téléphone, l'estomac noué. J'ai ouvert le SMS. Sois à la maison avant 8 heures demain. Maman stresse pour le barbecue avec le sénateur. L'équipe de nettoyage a oublié la salle de bain du rez-de-chaussée, et les meubles de jardin ont besoin d'être récurés. Mais quelque chose de joli. Pas de treillis. J'ai fixé les mots « meubles de jardin à récurer ». J'étais un atout de niveau 1. J'étais, l'œil qui voit tout, capable d'atteindre une cible à plus d'1 kilomètre. Mes mains, qui avaient sauvé des Navy SEALs de la mort, étaient réquisitionnées pour récurer des toilettes et frotter des chaises, parce que mon père voulait impressionner un politicien. L'ironie était si mordante que j'en ai ressenti le goût du sang dans la bouche. Tex a regardé dans ma direction, remarquant le changement sur mon visage. Mauvaise nouvelle? Un rappel d'urgence? Je l'ai regardé. J'ai regardé cette famille de marginaux, qui aurait pris une balle pour moi. Puis, j'ai reporté mon attention sur le téléphone. Non, ai-je répondu d'une voix calme. C'est juste un rappel à l'ordre sur ma place. J'ai attrapé ma bière, et je l'ai vidée d'un trait. L'amertume du houblon s'accordait avec celle de mon cœur. Je dois y aller, ai-je dit en me levant. Je suis de service demain. De service, a demandé Miller. On est samedi. Ouais, ai-je répondu en attrapant mes clés. Service de nettoyage. Je suis sorti de la chaleur du Rusty encore, pour retrouver la moiteur de la nuit floridienne. Derrière moi, la musique continuait. Devant moi m'attendait la grande maison, le barbecue, et l'homme qui voulait transformer un loup en un simple golden retriever. Mais les mots d'Elena résonnaient dans mon esprit à chaque pas, il est mort de peur qu'un jour, tu ne l'éclipses. Il était peut-être temps d'arrêter de frotter les meubles, et de commencer à renverser la table. C'était exactement 7 jours avant l'incident dans la salle de briefing. Une semaine avant que le monde ne découvre le nom de Ghost 13. Le décor était le club des officiers de la base aérienne de l'Anglais. C'était le gala annuel, une soirée où l'air sentait l'eau de Cologne hors de prix, la côte de bœuf, et la sueur désespérée des colonels essayant de devenir généraux. L'éclairage était tamisé, un groupe de jazz jouait une douce reprise de Fly Me to the Moon, et la salle résonnait du tintement des verres en cristal. Je suis arrivé à 19h tapante. J'avais passé 1 heure devant mon miroir à me préparer. Je ne portais pas de robe de cocktail. Je ne portais pas de perles. Je portais mon uniforme de cérémonie et service dress blue. Mon uniforme était impeccable. Les feuilles de chêne argentées de mon grade de major brillaient sur mes épaules. Ma barrette de décoration, bien que j'en ai gardé les opérations les plus sensibles secrètes, restait impressionnante, 3 rangées de distinctions, représentant le sang, la sueur et le sable. Je me sentais fier. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais à ma place dans ce monde. J'ai aperçu mon père à l'autre bout de la pièce. Il tenait sa cour près du bar, entouré d'un sénateur et de 2 entrepreneurs de la défense. Il avait tout du parfait homme d'État distingué, un smoking coupé sur mesure, un scotch dans une main, et un cigare dans l'autre. Je me suis avancé, les épaules droites. Bonsoir, général. Il s'est retourné. Son sourire, qui irradiait vers le sénateur, s'est évaporé dès que ses yeux se sont posés sur moi. Il m'a jaugé de la tête aux pieds, la lèvre retroussée de dégoût. Lucia, a-t-il dit en baissant la voix pour que les autres n'entendent pas, qu'est-ce que tu portes? J'ai cligné des yeux, confuse. C'est un gala militaire, papa. C'est l'uniforme approprié. Pour un homme, a-t-il sifflé. Tu as l'air d'un maudit chauffeur. J'avais dit à ta mère de t'acheter cette robe en soie bleue. Celle qui montre au moins que tu as des formes. Il a soupiré, secouant la tête, comme si je l'avais personnellement insulté. Mon Dieu, tu rends les choses si difficiles quand on essaie de t'aider. Le sénateur Miller est venu avec son fils ce soir. Il est banquier d'affaires. Je voulais te le présenter. Comment suis-je censé le convaincre avec ça? Il a fait un geste vague vers mon uniforme, vers les médailles sur ma poitrine, comme si elles étaient une tâche.
Mon estomac s'est noué. Je n'étais ni une fille pour lui, ni un officier. J'étais du bétail à marchander. Je ne suis pas ici pour trouver un mari, général, ai-je répondu sèchement. Je suis ici pour représenter mon unité. Avant qu'il ne puisse rétorquer, un jeune lieutenant s'est approché de nous. C'était le lieutenant Evans, un jeune de mon équipe de renseignement. Il m'a vu et s'est immédiatement mis au garde à vous. Bonsoir, Major Neves, a dit Evans, la voix pleine d'un respect sincère. Il ne voyait pas une femme déguisée. Il voyait son officier supérieur. Les yeux de mon père se sont plissés. Il détestait ça. Il détestait voir quelqu'un me respecter sans sa permission. Repos, lieutenant, l'a interrompu mon père en s'interposant entre nous. Il a posé une main sur mon épaule. Une main lourde, condescendante. Il a souri à Evans, mais c'était un sourire de requin. Lucia n'est pas de service ce soir, mon fils. Elle est juste là en tant que ma fille. Il s'est tourné vers moi, sa poigne se resserrant sur mon épaule. Ma chérie, le verre du sénateur est vide. Pourquoi ne cours-tu pas au bar lui chercher un autre gin tonic? Avec un quartier de citron vert supplémentaire. Et prends-moi un autre scotch pendant que tu y es. J'ai eu le souffle coupé. Le lieutenant Evans avait l'air confus. Il regardait de moi au général. Il savait que c'était incorrect. On ne demande pas à un officier supérieur d'aller chercher des verres comme une serveuse. Papa, ai-je chuchoté, le visage en feu. Il y a des serveurs pour ça. Je t'ai demandé de le faire, a dit mon père, élevant la voix juste assez pour que le cercle autour de nous l'entende. Vas-y, petite Lucia. Rends-toi utile. Ne reste pas planté là avec cet air si raide. Le sénateur a ricané, ignorant tout du jeu de pouvoir en cours. Un gin tonic serait parfait, ma grande. Je suis resté là le temps d'un battement de cœur. Je voyais le lieutenant Evans fixer le sol, embarrassé pour moi. Je pouvais sentir les regards des autres officiers. Mon grade, mon expérience, mes sacrifices. Tout cela m'a été retiré en quelques secondes. Pour lui, je n'étais qu'une domestique. J'ai ravalé ma rage, qui avait un goût de bile. Bien, monsieur. J'ai marché jusqu'au bar. Mes jambes me semblaient lourdes. C'était le chemin de la honte. J'ai commandé les verres. Le barman m'a jeté un regard compatissant, ce qui a rendu la situation 10 fois pire. J'ai traversé la pièce avec les verres en cristal, ayant l'impression que chaque pas était une trahison de l'uniforme que je portais. J'ai tendu son verre au sénateur. J'ai donné son scotch à mon père. Bonne fille, a dit mon père en me tapotant la joue. Tu vois, ce n'était pas si difficile. Je me suis retourné pour partir. J'avais besoin d'air, besoin de crier. Mais mon père a attrapé mon coude. Sa poigne n'avait plus rien de paternel. Elle était douloureuse. Il m'a éloigné du groupe, vers une alcôve isolée près de l'entrée des cuisines. Il s'est penché près de moi. L'odeur de scotch hors de prix dans son haleine était écrasante. Le masque du général bienveillant avait disparu. Ses yeux étaient froids, durs comme du silex. J'ai vu ce regard dans tes yeux, a-t-il chuchoté d'un grognement sourd. Ne t'avise plus jamais de me faire honte de la sorte. Ne t'avise plus jamais d'hésiter quand je te donne un ordre. J'ai dégagé mon bras d'un coup sec. Tu m'as humilié devant mon subordonné. T'humilier, a-t-il ri, d'un son cruel et sec. Tu n'as aucun statut. À moins que je ne te l'accorde. Tu crois que ces médailles signifient quelque chose? Tu crois que ce grade veut dire quelque chose? J'ai passé des coups de fil pour te faire entrer à l'académie. J'ai passé des coups de fil pour que ton dossier reste vierge. Tu es ma création, Lucia. Il s'est penché encore plus près, son visage à quelques centimètres du mien. Et souviens-toi bien de ça, je t'ai faite, je peux te briser. Je peux arracher ces feuilles de chêne de tes épaules, avec un seul coup de fil. Alors reste à ta place. Tu es d'abord ma fille, et ensuite un officier. Et ce, uniquement quand je le décide. Il a rajusté sa veste de smoking, a lissé sa cravate, et le masque est revenu en place. Maintenant, va t'arranger. Tu as l'air ému. C'est inapproprié. Il est retourné à la fête, me laissant seul dans l'ombre du couloir. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence. Je n'ai pas allumé la radio.
Je n'ai pas pleuré. Les larmes ne venaient pas. J'avais dépassé le stade de la tristesse. J'étais dans un état bien plus froid. Je suis rentré dans mon appartement, et suis allé directement à la salle de bain. J'ai allumé la lumière crue du miroir. Je me suis regardé. J'ai regardé la femme dans l'uniforme bleu. J'ai vu les marques sur mon bras, là où il m'avait saisi. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Il ne voulait pas seulement me contrôler. Il voulait me posséder. Il croyait que j'étais sa propriété. Et, tant que je chercherais son approbation, tant que je jouerais selon ses règles, je le serais. Si vous avez déjà vu vos accomplissements durement gagnés balayés d'un revers de main, par les personnes même qui devraient être fières de vous, cliquez sur j'aime et commentez je définis ma propre valeur ci-dessous. Montrons au monde, que nous ne sommes définis par l'opinion de personne, hormis la nôtre. J'ai déboutonné mon col. J'ai retiré ma veste d'uniforme et l'ai soigneusement accrochée. Je t'ai faite, je peux te briser. J'ai répété ces mots dans la pièce vide. Non, papa, ai-je chuchoté à mon reflet. Tu ne m'as pas faite. L'armée de l'air m'a faite. La guerre m'a faite. La douleur m'a faite. Et il ne pouvait pas me briser, parce qu'on ne peut pas briser un fantôme. La semaine suivante, il y aurait le briefing stratégique à MacDill. Il y serait. J'y serais. Je me suis lavé le visage à l'eau froide. Quand j'ai relevé la tête, la fille effrayée avait disparu. Ghost 13e dévisageait. La prochaine fois, me suis-je juré, je n'irai pas chercher les verres. La prochaine fois, j'amènerai la tempête. Assieds-toi, Lucia. Tu es une moins que rien. Ne me fais pas honte. La voix de mon père résonnait encore sur les dalles acoustiques des murs de la salle de briefing. Les rires des lèche-bottes, les lieutenants-colonels et majors ayant bâti leur carrière en riant aux blagues de mon père flottaient encore dans l'air. C'était le moment que j'avais redouté toute ma vie, l'humiliation publique, la privation de ma dignité devant les personnes même avec qui je servais. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Je ne me suis pas recroquevillé. Je ne me suis pas effondré. Je n'ai pas regardé mes chaussures, je ne me suis pas excusé, et je ne me suis pas enfui comme la petite souris qu'il voulait que je sois. Je me sentais calme. C'était ce genre de calme que l'on ressent juste avant d'appuyer sur la détente. Le monde s'est ralenti. Le bruit ambiant, le bourdonnement des serveurs, le bruissement des papiers, les ricanements. Tout s'est estompé en un léger bourdonnement. Je suis resté debout. Ma posture était parfaite, mon menton parallèle au sol. Je n'ai pas regardé mon père, j'ai regardé à travers lui. Mes yeux étaient rivés sur le Navy SEAL, qui se tenait à 3 mètres de là. Le colonel Marcus Hine n'avait pas ri. Il n'avait pas bougé. Il me fixait avec une intensité, qui brûlait plus fort que les lumières fluorescentes. Major, a aboyé mon père, son visage virant à une dangereuse teinte pourpre. Il a fait un pas vers moi, la main levée, comme s'il s'apprêtait à frapper un enfant désobéissant. Je vous ai donné un ordre direct. Asseyez-vous, avant que je ne demande à la police militaire de vous faire sortir d'ici pour insubordination. La salle est devenue d'un silence de mort. Les rires ont cessé instantanément. Menacer un officier supérieur de faire intervenir la police militaire lors d'un briefing, c'était aller trop loin, même pour le général Neves. L'air s'est alourdi, chargé d'une électricité statique qui m'a hérissé les poils des bras. Marcus a bougé. Il n'a pas marché vers mon père. Il s'est interposé entre nous. Il a tourné le dos au général. Une violation du protocole si flagrante qu'elle a provoqué un halètement au premier rang. Haï m'a regardé droit dans les yeux. Major Neves. Colonel, ai-je répondu, d'une voix calme, ne trahissant rien de l'adrénaline qui inondait mes veines. J'ai demandé un atout spécifique, a déclaré Haï d'une voix basse et dangereuse. On m'a dit que l'atout était dans cette pièce. Revendiquez-vous cette identité? Mon père a bafouillé derrière lui, colonel, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais ma fille est officier de logistique. Elle commande des trombones, et gère les plannings des camions de carburant. Elle n'est pas, silence, a rugi Haï. Le mot a claqué comme un coup de fouet. Mon père s'est figé, la bouche grande ouverte. Personne ne disait à Arthur Neves de se taire. Pas sur sa propre base. Pas dans son propre royaume. Haï ne s'est même pas retourné. Il a gardé les yeux sur moi. Je vous pose une question, Major.
Statut et identifiant. C'était le moment. Le point de non-retour. J'ai pris une grande inspiration. J'ai laissé partir la fille qui nettoyait les meubles de jardin. J'ai laissé partir la fille qui cachait ses rubans sous son lit. Ghost 13, ai-je dit. Le nom est resté suspendu dans l'air. Secteur, a demandé Aïe. Sierra Tango, ai-je répondu. Vallée de la mort de l'Hindu-Kush. Couverture pour l'équipe 6. Aïe a hoché la tête, l'expression illisible. Et votre niveau d'accréditation? J'ai marqué une fraction de seconde de pause. J'ai laissé mon regard glisser vers mon père, qui se tenait là, clignant rapidement des yeux, le visage masqué par la confusion. Niveau 5, ai-je dit clairement. Yankee White. Programme d'accès spécial. La réaction fut immédiate et catastrophique. La main de mon père, tenant son verre d'eau, s'est mise à trembler. L'eau a débordé, coulant sur ses chaussures cirées. Niveau 5. Il savait ce que cela signifiait. Chaque officier dans cette pièce savait ce que cela signifiait. Mon père était un général 3 étoiles. Il avait l'accréditation niveau 3. Top secret. Il se prenait pour Dieu. Mais le niveau 5, c'était la stratosphère. C'était un niveau d'habilitation au besoin d'en connaître si élevé, que même les généraux n'en étaient pas informés, à moins d'être spécifiquement requis pour la mission. Cela signifiait que je rendais des comptes à des ombres. Cela signifiait que je savais des choses qu'il enverrait en prison, si je les lui murmurais à l'oreille. C'est impossible, a balbutié mon père, sa voix perdant tout son éclat. Il a regardé autour de la pièce, cherchant désespérément un allié. Elle ment. Elle a des hallucinations. Elle travaille aux approvisionnements. Il a regardé son chef de cabinet, le colonel Roar. Dis-lui, Roar. Dis-lui que ce n'est qu'un simple gratte-papier. Mais le colonel Roar ne regardait pas le général. Il me regardait moi. Et, pour la première fois en 10 ans, il ne me regardait pas avec pitié. Il me regardait avec admiration. Monsieur, a dit doucement Roar. Si elle connaît le code Sierra Tango. Nous n'avons pas accès à ces dossiers. Ce sont des opérations clandestines. Mon père s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés, cherchant l'enfant qu'il croyait posséder. Mais elle n'était plus là. Lucia, a-t-il chuchoté. Tu ne m'as jamais dit. Tu n'as jamais demandé, ai-je répondu. Tu étais trop occupé à dire à tout le monde que je faisais de la randonnée en Europe. Un murmure a éclaté dans la salle. Les 200 officiers se sont mis à chuchoter en même temps. Tu as entendu ça? Ghost 13, le sniper de la vallée de Korangal. Le général ne le savait pas. Comment peut-il ne pas savoir que sa propre fille est un opérateur de niveau 1? Il l'a traitée comme une secrétaire. La révélation les a frappés comme une onde de choc. L'homme qu'il craignait, l'homme qui projetait une image de puissance omnisciente, était un idiot dans sa propre maison. Il était l'empereur nu. Marcus a regardé sa montre. Il en avait fini avec le drame. Il avait ce pourquoi il était venu. Nous avons un hélico qui tourne sur le tarmac, m'a dit Aïe. Décollage dans 10 minutes. Vous avez votre équipement? Toujours, ai-je répondu. C'est dans le coffre de ma voiture. Filez le chercher, a ordonné Aïe. Nous avons une équipe d'extraction qui attend au Yémen. J'ai besoin d'yeux sur le terrain à 6 heures. Oui, mon colonel. Je suis sorti du rang. Je suis passé devant les officiers qui s'étaient moqués de moi, quelques minutes plus tôt. Ils ont rentré leurs jambes, se précipitant pour m'écarter le chemin. Certains d'entre eux ont même commencé à se lever, une réaction instinctive face à la présence d'un guerrier supérieur. J'ai atteint l'allée centrale. Mon père bloquait mon chemin. Il paraissait plus petit maintenant. Ses épaules étaient affaissées. La confiance qu'il irradiait habituellement s'était évaporée. Elle laissait place à un homme vieillissant et confus, dans un costume soudainement trop grand pour lui. Il a tendu la main, comme pour m'attraper le bras, et me ramener sous son contrôle. Lucia, attends. Nous devons en discuter. Tu ne peux pas simplement partir. Je te l'interdis. Je n'ai pas tressailli. Je ne me suis pas reculé. Je me suis juste arrêté, et je l'ai regardé. J'ai regardé les rides autour de ses yeux. J'ai vu la peur derrière ses fanfaronnades.
Pendant des années, j'avais eu envie de lui hurler dessus. J'avais eu envie de laisser éclater ma rage. De faire la liste de toutes ces injustices, toutes ces insultes, chaque fois qu'il m'avait rabaissé. Je croyais que ce moment résonnerait comme une vengeance. Je pensais me sentir en colère. Mais je ne l'ai pas été. J'ai eu de la pitié. Il avait passé toute sa vie à construire un hôtel à sa propre gloire, à courir après les grades et le statut social, persuadé que le pouvoir venait des étoiles sur l'épaule. Il n'avait pas vu la grandeur, qui se tenait juste devant lui. Il m'avait manqué. Vous n'avez pas l'accréditation nécessaire pour discuter de ceci, général, ai-je dit doucement. Ces mots étaient une lame, mais je les ai prononcés avec la délicatesse d'une infirmière. Lucia, a-t-il dit, la voix brisée. Au revoir, papa, ai-je répondu. Bonne réunion. Je suis passé devant lui. J'ai marché vers les lourdes doubles portes où m'attendait le colonel Haye. La lumière éclatante du soleil de Floride affluait de l'extérieur, éblouissante et blanche. Au moment où j'ai franchi le seuil, j'ai entendu le bruit d'un verre qui se fracassait sur le sol. Je ne me suis pas retourné. Je suis sorti de ce cauchemar climatisé, pour rejoindre le tarmac. La chaleur m'a frappé, avec son odeur de kérosène et de liberté. Les pales d'un hélicoptère Black Hawk fendaient déjà l'air, m'attendant pour m'emmener vers une guerre où les balles étaient réelles, mais où les ennemis étaient honnêtes. J'en avais fini de me battre pour obtenir son approbation. Désormais, j'allais me battre pour ma propre vie, et pour la première fois, mes chances me plaisaient. Les coordonnées n'apparaissaient sur aucun GPS civil. Nous étions dans une base secrète, creusée profondément dans le terrain rocailleux du Yémen. Quelque part au nord des montagnes du Hadramaout. L'air ici était différent de celui de la Floride. Il ne sentait pas la cire pour le sol et le vieux café. Il sentait le diesel, les ordures brûlées, et l'odeur piquante de l'ozone émanant de l'électronique haute tension. J'étais assise dans le centre d'opération tactique, COT, une structure temporaire, renforcée par des sacs de sable et des bâches en Kevlar. Le bourdonnement des ventilateurs de refroidissement des serveurs était le seul son constant. Sur le mur, une rangée d'écrans haute définition affichait les images des drones. Des vues granuleuses et teintées de vert d'un village situé à près de 5 km de là. Je ne portais plus mon uniforme bleu de cérémonie. J'étais en treillis multicam, poussiéreux, et sentant la sueur. Mes cheveux étaient tressés serrés contre mon crâne. Devant moi se trouvait l'instrument de mon métier, un Shetak M200 intervention. Ce n'était pas seulement un fusil. C'était une certitude mathématique. Il tirait une balle de calibre .408, capable de rester supersonique au-delà de 1800 mètres. Ghost. Une voix a grésillé dans mon oreillette. C'était Marcus Haye. Il était sur le terrain, menant une équipe de 4 SEALS à travers le labyrinthe de maisons en pisé, dans la vallée en contrebas. On est coincé. Sniper dans le minaret. Secteur 4. Est-ce que tu as une solution? Je me suis penché sur ma lunette. Mon monde s'est rétréci à un cercle de verre. J'ai trouvé le minaret. J'ai repéré la signature thermique du tireur ennemi. Il était doué. Il avait une position surélevée et tenait l'équipe de Haye sous le feu, les empêchant d'atteindre les otages. La distance est de 2400 mètres, ai-je dit calmement dans le micro. 2400 mètres. C'était à plus de 2 kilomètres. Dans la salle de briefing à MacDill, j'étais la petite Lucia, la fille qui allait chercher des gin toniques. Ici, j'étais Dieu. Personne au COT ne demandait qui était mon père. Personne ne se souciait de mon sexe. Il s'en fichait de savoir si j'étais jolie, ou si je devais sourire davantage. Il ne se souciait que d'une chose, étais-je capable de faire le calcul? Le vent est de pleine valeur, de gauche à droite, 13 km par heure, ai-je murmuré pour moi-même, mes doigts ajustant les tourelles de la lunette. Clic, clic, clic. Je devais tout prendre en compte, l'humidité de l'air, la température de la poudre dans la cartouche. Je devais même calculer l'effet de Coriolis. La rotation de la Terre elle-même. La balle serait en l'air suffisamment longtemps, pour que la planète tourne littéralement en dessous d'elle. Ghost, on essuie des tirs nourris. La voix de Haye était tendue. Il nous faut une ouverture maintenant. En attente, ai-je dit. Mon pouls était au repos, à 50 battements par minute. De l'eau glacée dans mes veines. J'ai reculé d'une fraction de seconde de ma lunette, pour vérifier mon anémomètre.
À ce moment-là, mon téléphone satellite personnel, que j'avais laissé sur le coin de la table, a vibré. Il a illuminé la pièce sombre. Papa. 20 appels manqués. J'ai fixé l'écran. Il bombardait mon téléphone. Non pas parce qu'il s'inquiétait pour ma sécurité. Il ne savait même pas où j'étais. Il n'avait pas l'accréditation. Il appelait parce qu'il était paniqué. Il appelait, car il avait perdu le contrôle de la situation. Il devait être assis dans son bureau en Floride, réalisant que la fille de l'administration venait de le planter, pour partir avec un agent de niveau 1. Et il était terrifié à l'idée de ce que je pourrais dire. Pendant 33 ans, ce téléphone vibrant avait été une laisse. Quand ça sonnait, je répondais. Quand il ordonnait, j'obéissais. J'ai regardé l'écran clignotant. Puis, j'ai regardé les images du drone, montrant l'équipe de Hai blottie derrière un mur en ruine, essuyant des tirs. Il n'y avait pas le choix. Il n'y en a jamais vraiment eu. J'ai tendu la main et j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. Je l'ai maintenu enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Adieu, général. J'ai ressenti un poids physique se soulever de ma poitrine. Je n'étais pas sa fille en ce moment. Je n'étais pas une Neves. J'étais Ghost 13. Je suis retourné à ma lunette. Solution acquise, ai-je dit. Dérive latérale 3000 à gauche. Élévation 1-2-0. Envoi, a ordonné Hai. J'ai expiré. J'ai attendu la pause naturelle entre deux battements de cœur. Et, j'ai pressé la détente. Le recul a été semblable à une ruade de mule dans l'épaule, même avec le frein de bouche. La détonation étouffée a produit un claque sec, qui a résonné dans la petite pièce. Puis, l'attente. À cette distance, la balle avait un temps de vol de près de 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Sur les images du drone, la signature thermique dans le minaret a soudainement été projetée en arrière, avant de s'effondrer. Un nuage rose a éclaboussé l'ancien mur de pierre. Cible abattue, ai-je signalé, d'une voix neutre. La voie est libre. Bon impact sur cible, a répondu Hai. En mouvement. J'ai regardé sur l'écran l'équipe de Hai investir le bâtiment. Je les ai vus sortir les 2 otages, un travailleur humanitaire et un journaliste. Ils les ont fait monter dans le véhicule d'extraction. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas tapé dans la main du gars des communications à côté de moi. J'ai simplement ouvert la culasse de mon fusil, pour éjecter la douille vide. Elle a heurté le sol avec un tintement métallique. Mission accomplie. 3 heures plus tard, l'adrénaline était retombée, remplacée par cette profonde et épuisante fatigue que seul le combat apporte. Nous étions assis dans la zone de débriefing, installés sur des caisses de munitions. Je buvais une boisson énergisante ripide tiède, et mangeais du beurre de cacahuète à même un sachet de ration. Le colonel Hai est entré. Il était toujours couvert de la poussière de la vallée. Il s'est dirigé vers l'endroit où j'étais assise. Il n'a rien dit au début. Il m'a simplement tendu un morceau de papier. C'était un brouillon du rapport de fin de mission, AR, qu'il envoyait au chef d'état-major. J'ai lu la section surlignée, objectif atteint sans aucune perte amie. Le succès de la mission est directement attribuable au soutien de précision fourni par l'agent Ghost 13. Le major Neves a fait preuve d'une capacité technique et d'un jugement tactique supérieur. Sous une pression extrême. Elle est l'atout le plus précieux de cette opération. Je l'ai regardé. Vous n'étiez pas obligé d'écrire ça, ai-je dit. Hai a ouvert une boîte de tabac à chiquer, et s'en est mis sous la lèvre. Je ne l'ai pas écrit pour être gentil, Neves. Je l'ai écrit parce que c'est la vérité. Dans mon monde, on obtient ce qu'on mérite. Et aujourd'hui, vous avez mérité chaque parcelle de cet insigne sur votre col. Il a regardé mon téléphone éteint, posé sur la caisse à côté de moi. Tout va bien sur le front intérieur, a-t-il demandé. Il savait. Bien sûr qu'il savait. Il avait assisté au spectacle dans la salle de briefing. C'est calme, ai-je répondu en regardant l'écran noir. Pour la première fois de ma vie, c'est enfin calme. Bien, a dit Hai en se levant. Gardez ça comme ça. Vous ne pouvez pas viser, si vous regardez par-dessus votre épaule. Je l'ai regardé s'éloigner. J'ai ramassé la douille vide sur le sol. L'étui du tir qui les avait sauvés. Je l'ai fait rouler entre mes doigts. C'était lourd.
C'était réel. Mon père pouvait garder ses médailles. Il pouvait garder ses cocktails et ses sénateurs. Il pouvait garder ses mensonges sur l'Europe. J'avais ça. J'avais la poussière, les mathématiques, et le respect d'homme qui ne le donnait pas facilement. J'étais à près de 5000 km de chez moi. Assise dans une pièce sombre au Yémen, en train de manger du beurre de cacahuète industriel. Et, pour la première fois en 33 ans, je n'avais pas l'impression d'être une déception. Je me sentais comme un soldat. Pendant que j'étais allongé dans la poussière d'une vallée yéménite, attendant qu'une cible se montre, une autre guerre se livrait chez moi, en Floride. Mais cette fois, ce n'était pas moi qui étais sous le feu. Dans l'armée, il existe un réseau de communication plus rapide que la fibre optique, plus omniprésent que les liaisons par satellite, et plus destructeur qu'une frappe de drone. C'est la machine à rumeurs. On appelle ça le scuttlebutt, les ragots. Et pendant 3 jours, le général Arthur Neves a été le seul sujet de conversation sur cette fréquence. Je n'étais pas là pour en être témoin. Mais dans le monde très fermé des opérations spéciales, rien ne reste secret bien longtemps. Elena me l'a raconté, Tex me l'a raconté. Même le lieutenant-colonel Roar, mon supérieur hiérarchique direct dans le monde visible, a fini par me faire écouter les enregistrements. L'histoire de l'incident dans la salle de briefing ne s'est pas contentée de franchir la porte. Elle a littéralement couru. Elle est passée des couloirs stratégiques du Pentagone, le ring, jusqu'à la salle de sport des soldats, où les simples soldats soulevaient de la fonte. Le récit était brutal dans sa simplicité. Le général ne savait pas. Pour un homme dont l'image entière reposait sur une perception totale de la situation et des valeurs familiales, c'était une condamnation à mort. Les murmures dans les couloirs n'étaient plus empreints de crainte. Ils étaient remplis de moquerie. Il a essayé de donner l'ordre à un agent de niveau 1 de s'asseoir. Il a dit à un fantôme d'aller lui chercher du café. Comment cet homme peut-il diriger un commandement stratégique, s'il ne sait même pas ce que sa propre fille fait dans la vie? L'illusion de sa toute-puissance avait volé en éclats. Mais mon père, narcissique comme il était, ne s'est pas laissé faire sans bruit. Il a essayé de reprendre le contrôle de la seule manière qu'il connaissait, par l'intimidation. Le lendemain de mon déploiement, il a passé cet appel. J'ai écouté l'enregistrement plus tard, dans le bureau du lieutenant-colonel Roar. C'était une véritable leçon de désespoir. L'enregistrement commençait avec le ton sec et agressif d'un homme habitué à ce qu'on lui obéisse. Colonel Roar, aboya la voix de mon père à travers le haut-parleur. Je veux le dossier personnel du major Lucien Neves sur mon bureau. Version papier, non censurée. Dans l'heure. La voix de Roar était calme, celle d'un homme sachant qu'il a les cartes en main. Général, vous savez que je ne peux pas faire ça. Pardon, a répliqué mon père d'un ton sec. Je suis un général 3 étoiles. Je suis le commandant de la base. Je suis son père. Ne me citez pas le protocole, colonel. Je veux voir son dossier. Je veux voir cette désignation est ghost. Je veux savoir qui a autorisé cela dans mon dos. Il y a eu un blanc au bout du fil. J'imaginais Roar s'appuyer au fond de sa chaise, fixant le plafond. Monsieur, a déclaré Roar, sa voix descendant d'une octave pour devenir mortellement sérieuse. Le major Neves est actuellement affecté à un programme d'accès spécial, sous la juridiction du JSOC et de la CIA. Son dossier est classifié très secret SCI avec une désignation Yankee White. Il est verrouillé dans un safe au Pentagone. J'ai l'accréditation très secret, a crié mon père. Le désespoir perçait dans sa voix. Elle devenait stridente. Vous avez une accréditation de niveau 3, général, l'a corrigé Roar. Ghost 13 est un atout de niveau 5. Vous n'avez pas le besoin d'en connaître. L'accès est strictement compartimenté. À moins que vous n'ayez une autorisation signée du secrétaire à la défense ou du président, je ne peux pas vous en donner l'accès. Et franchement, monsieur. Je ne le peux pas non plus. C'est de l'insubordination, a hurlé mon père. Je vous retirerai vos étoiles, Roar. Je vous ferai récurer les latrines en Alaska. Je vous ai fait, et je peux. Et là, le coup de grâce. Roar l'a interrompu. Il n'a pas crié. Il a parlé avec la précision froide et métallique d'une machine. Général Neves, je dois vous rappeler que cette ligne est enregistrée pour des raisons de sécurité. Toute tentative de contraindre un subordonné à révéler des informations classifiées
concernant des agents clandestins actifs, constitue un crime majeur en vertu de l'espionnage Act. Êtes-vous en train de m'ordonner de commettre un crime majeur, général, ou souhaitez-vous mettre fin à cet appel? Le silence. Un silence de mort, pesant, pendant 10 secondes. Le seul bruit sur la bande était la respiration lourde de mon père. Il était piégé. C'était un homme qui avait utilisé les règles pour écraser les autres toute sa vie. Et maintenant, ces mêmes règles s'étaient retournées contre lui, pour lui sauter à la gorge. Clic, il a raccroché. Mais l'humiliation ne s'est pas arrêtée dans l'intimité de son bureau. Elle s'est propagée dans le club des officiers, l'O Club. Ce même endroit où il avait essayé de me réduire au rang de serveuse, une semaine plus tôt à peine. Elena m'a décrit la scène par la suite. C'était à l'heure du déjeuner, le mercredi suivant l'incident. Habituellement, quand le général Neves entrait dans l'O Club, c'était comme la mer Rouge qui s'ouvrait. Les officiers se levaient, les conversations se taisaient, et une file se formait pour lui serrer la main, dans l'espoir qu'une part de son pouvoir déteigne sur eux. Ce mercredi-là, il est entré. Il portait son uniforme de cérémonie, toutes ses médailles astiquées. Il essayait de projeter l'image que tout allait bien. Il s'est dirigé vers sa table habituelle près de la fenêtre, la table du pouvoir. Mais la pièce ne s'est pas tue. Les conversations n'ont pas cessé. Les gens ont levé les yeux, l'ont vu, puis ont détourné le regard. Ils ont regardé leur salade. Ils ont regardé leur téléphone. Ils ont regardé partout, sauf dans sa direction. Ce n'était pas un rejet agressif. C'était bien pire. C'était de l'indifférence, mêlée à de la gêne par procuration. Il s'est assis seul. D'habitude, un capitaine ou un major se serait précipité pour le rejoindre, avide de passer du temps avec lui. Ce jour-là, les chaises autour de lui sont restées vides. Une serveuse s'est approchée. Une jeune femme, probablement du même âge que moi quand je me suis engagé. Elle a posé un menu devant lui. Juste le club sandwich et un thé glacé, a-t-il dit. Sa voix était faible. Bien, général, a-t-elle répondu avant de s'éloigner rapidement. Elena m'a raconté qu'elle l'avait observé depuis le bar. Elle a regardé le grand Arthur Neves. L'homme qui prétendait faire les gens, assis dans une salle pleine de 200 officiers, mangeant un sandwich dans un isolement absolu. Il a regardé son téléphone, aucun message. Il a regardé autour de la pièce, personne ne croisait son regard. Pour la première fois en 30 ans, il n'était qu'un vieil homme en train de déjeuner tout seul. Le pouvoir qu'il croyait détenir, le pouvoir de la peur, le pouvoir de la réputation, s'était évaporé au moment où la vérité sur moi avait éclaté. Parce que, s'il ne pouvait pas contrôler sa propre fille. S'il ne pouvait pas voir le fantôme qui vivait sous son propre toit. Alors il n'était pas un stratège de génie. Il n'était qu'un tyran, qui s'était fait dépasser en intelligence. Quand j'ai entendu cette histoire, assise dans la poussière du Yémen, je m'attendais à me sentir triomphante. Je m'attendais à rire. Mais non. J'ai juste ressenti un étrange sentiment d'apaisement. Le karma n'avait pas frappé parce que je lui avais hurlé dessus. Il n'était pas venu à la suite d'une dispute dramatique. Il était venu de la vérité. Il avait passé sa vie à essayer de me rabaisser pour se sentir plus grand. Maintenant, le monde savait exactement à quel point j'étais grande, et en comparaison, à quel point il était devenu petit. La statue était tombée, et personne n'a pris la peine de l'aider à en ramasser les morceaux. Nous nous sommes rencontrés en terrain neutre. C'était la première règle de notre entrevue. Pas chez lui, où les vitrines de ses médailles bordaient les murs comme des icônes religieuses. Pas à la base, où le poids du grade et du protocole étoufferait toute chance d'honnêteté. Nous nous sommes retrouvés dans un Starbucks de South Tampa, à 3 pâtés de maison de la baie. C'était un mardi matin. 3 mois après mon départ de la salle de briefing, pour monter dans un hélicoptère Black Hawk. La climatisation à l'intérieur du café était glaciale, offrant un contraste saisissant avec la chaleur humide de Floride à l'extérieur. L'air flirtait bon les grains de café torréfiés et le lait brûlé. Une musique folk indépendante passait doucement en fond sonore, luttant contre le vrombissement agressif des moulins à expresso. J'étais arrivé 5 minutes en avance. La ponctualité était une habitude dont je ne pouvais me défaire. J'avais commandé un café noir, format venti, sans sucre, et m'étais installé à une table dans le coin du fond. Quand il est entré, j'ai failli ne pas le reconnaître. Le général Arthur Neves avait toujours été un homme de rigueur.
Même le week-end, ses chemises étaient repassées, ses chaussures cirées. Sa posture était assez raide pour étalonner un niveau à bulles. L'homme qui a franchi les portes vitrées ressemblait à un étranger. Il portait un polo beige, légèrement trop ample aux épaules, et un short kaki froissé. Il n'avait pas ses chaussures de ville réglementaires. Il portait des mocassins. Sans l'uniforme, sans les étoiles sur son col pour le soutenir, il avait l'air tout petit. Il ressemblait juste à un retraité ordinaire, un autre de ces vacanciers, les snowbirds, qui fuient l'hiver. Il m'a aperçu et a hésité. Pendant une brève seconde, j'ai vu dans ses yeux l'envie de battre en retraite, mais il s'est ressaisi et s'est approché. « Lucia » a-t-il dit. Sa voix n'avait plus le timbre tonitruant auquel j'étais habitué. Elle était éraillée, hésitante. « Papa » ai-je hoché la tête, en désignant la chaise vide. Il s'est assis lourdement. Il tenait un gobelet en carton à la main, et a commencé à en détacher le manchon de protection, bande par bande. C'était un tic nerveux que je ne lui avais jamais vu. « Tu as l'air en forme » a-t-il lancé, en évitant mon regard. Le déploiement s'est bien passé. Mission accomplie, ai-je répondu. Nous avons eu la cible. Les otages sont rentrés chez eux. Bien. Bien. C'est bien. Le silence s'est installé entre nous. Ce n'était pas le silence confortable de deux soldats. C'était le silence lourd et chargé d'un champ de mines. Il a pris une gorgée de son café et a fait la grimace. Trop chaud. Tout est trop chaud ces jours-ci. Il a posé sa tasse, et m'a finalement regardé. Lucia. À propos de ce jour-là, à MacDill. Ça y est. La justification, le revirement. Je ne savais pas, a-t-il commencé, écartant les mains dans un geste d'impuissance. Je n'avais aucune idée que tu étais impliqué, à ce niveau d'opération. Si j'avais su. Si tu avais su quoi, ai-je demandé calmement. Que tu m'aurais traité avec respect. Que tu m'aurais écouté. Je t'aurais protégé, s'est-il emporté, un éclair du vieux général refaisant surface. Tu as la moindre idée de la dangerosité de ce monde? Opération secrète, supervision de la CIA. C'est un hachoir à viande, Lucia. Si je t'ai poussé vers l'administration, c'était pour te protéger. Je voulais que tu aies une vie normale. Un mari, des enfants, tes dimanches de libre. Il s'est penché en avant, le regard suppliant. Je suis ton père. Mon rôle est de te garder en sécurité. Je ne voulais que ce qu'il y a de mieux pour toi. C'était la défense classique. La prière du narcissique. Je ne l'ai pas fait. Si je l'ai fait, ce n'était pas si grave. Et si ça l'était, c'était pour ton bien. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. J'ai vu la peur derrière ses fanfaronnades. Il ne craignait pas seulement pour ma sécurité. Il avait peur de sa propre perte de pertinence. Il avait peur que la fille qu'il considérait comme une extension de lui-même, se soit forgé une destinée qu'il ne pouvait plus contrôler. J'ai pensé au docteur Henry Cloud. J'ai pensé au livre sur les frontières qu'Helena m'avait offert des années auparavant. Les frontières nous définissent. Elles définissent ce qui est moi, et ce qui n'est pas moi. Une frontière m'indique où je termine, et où quelqu'un d'autre commence. Pendant 33 ans, je n'avais eu aucune limite. Je n'étais qu'une annexe de l'ego d'Arthur Neves. Plus maintenant. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas énuméré ses échecs, ni jeté le passé à la figure. C'est ce qu'une enfant aurait fait. J'ai posé mes mains à plat sur la table. Papa, ai-je dit. Ma voix était basse, posée et ferme. Il a cessé de déchirer son manchon de café. Je ne suis pas une enfant que tu as besoin de protéger, ai-je déclaré. Je suis un officier supérieur de l'armée de l'air des États-Unis. J'ai tué des hommes qui essayaient d'assassiner mes camarades. J'ai pris des décisions qui ont sauvé des vies. Je n'ai pas besoin de ta protection. Mais... Laisse-moi finir, l'ai-je interrompu en soutenant son regard. Je comprends que tu penses m'avoir aidé, mais ce n'est pas le cas. Tu m'effaçais. Tu avais honte de ce que j'étais, parce que je ne correspondais pas à l'image que tu voulais projeter devant tes amis. Il a ouvert la bouche pour protester, mais l'expression dans mes yeux l'a arrêté. C'était le regard de Ghost, le regard qui signifiait les cibles verrouillées. Nous allons avoir une nouvelle relation, papa, ai-je poursuivi. Ou alors,
nous n'en aurons plus du tout. Il a cligné des yeux, stupéfait. Lucia, ne sois pas dramatique. Nous sommes une famille. La famille n'est pas un laissez-passer pour me manquer de respect, ai-je rétorqué. Voici donc les règles. C'est la nouvelle base. Je me suis penché plus près, pour m'assurer qu'il entende chaque syllabe. Numéro 1, tu ne rejetteras plus jamais mon grade ou mon service en public. Numéro 2, tu ne m'appelleras plus jamais de petite Lucia, et tu ne m'enverras plus chercher des verres comme une domestique. Numéro 3, tu ne t'attribueras pas le mérite de mes réussites. Et tu ne mentiras plus à leur sujet pour sauver la face. J'ai pris une grande inspiration. C'était la partie la plus difficile. Celle où j'abandonnais le besoin de son approbation. Je n'ai pas besoin que tu sois fier de moi, papa, ai-je affirmé, la voix s'adoucissant à peine. Vraiment pas. Je suis fier de moi. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu me respectes. En tant qu'adulte, et en tant qu'égal. Le bruit du café a semblé s'estomper. Le moulin s'est tu. La musique indie s'est apaisée. Mon père est resté là, pétrifié. Il m'a regardé, comme s'il me voyait pour la toute première fois. Il a cherché la petite fille désespérée, qui cachait ses rubans sous son lit. Il a cherché l'adolescente, qui mendiait son attention à table. Elles avaient disparu. Assise en face de lui se trouvait une femme qui n'avait pas besoin de lui. Et cette prise de conscience a semblé le vieillir de 5 ans, là, sous mes yeux. Il a baissé les yeux vers sa tasse de café, désormais en lambeaux et froide. Il a pris une longue et tremblante inspiration. A-t-il commencé, la voix brisée. Il s'est raclé la gorge. Je ne me rendais pas compte de tout ce que j'avais raté. Ce n'étaient pas de vraies excuses. Ce n'était pas un aveu de culpabilité. Mais pour un homme comme Arthur Neves, c'était un drapeau blanc. Il a levé les yeux vers moi. L'arrogance avait disparu. À sa place se trouvait une acceptation silencieuse et résignée. Respect, a-t-il répété, savourant le mot. D'accord. D'accord, Lucia. Il a hoché la tête. C'était un hochement de tête lent et délibéré, un salut sans la main. D'accord, ai-je fait en écho. J'ai terminé mon café. Il était froid et amer, mais il avait le goût de la victoire. Je me suis levé. Je dois retourner à la base. Nous avons un briefing à 14 heures. Il s'est levé lui aussi, par habitude. Bien. Le devoir t'appelle. Il y a eu un moment de gêne, où une étreinte aurait pu se produire dans un film à l'eau de rose, mais ce n'était pas un film. Nous ne nous sommes pas enlacés. Nous n'avons pas pleuré. La distance entre nous était toujours là, vaste et pleine de vieilles cicatrices. Mais au moins maintenant, il y avait un pont. Un pont étroit et fragile, bâti sur des limites. Sois prudente au volant, Major, a-t-il dit. Je me suis figé. Il m'avait appelé un Major. Pas ma chérie, pas mon cœur. Major. Vous aussi, Arthur, ai-je répondu. Je ne l'ai pas appelé papa. Pas à ce moment-là. Je l'ai appelé par son prénom, le reconnaissant comme un homme, imparfait et humain, tout comme moi. Je me suis retourné et j'ai quitté le Starbucks. J'ai poussé la porte, et je me suis retrouvé sous le soleil aveuglant de Floride. La chaleur m'a enveloppé, mais cela ne me dérangeait pas. J'ai marché vers ma voiture, j'ai déverrouillé la portière, et je me suis assise à la place du conducteur. J'ai vérifié le rétroviseur. Je pouvais le voir à travers la vitrine du café, assis seul à la table, fixant la chaise vide où j'étais. J'ai enclenché la vitesse et me suis éloigné. Je n'avais pas gagné une guerre. Je ne l'avais pas détruit. J'avais accompli quelque chose de bien plus difficile. J'avais redéfini les conditions de la paix. Et, pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Dans l'armée, le temps se mesure en déploiement, en affectation, et en l'accumulation lente et régulière de cheveux gris. 10 ans. Une décennie s'était écoulée, depuis que j'avais quitté ce café de Tampa. Une décennie depuis que j'avais tracé une ligne dans le sable, mettant mon père au défi de la franchir. Aujourd'hui, l'auditorium de la base aérienne de l'Anglais était plein à craquer. L'air sentait la cire pour le sol et le lys fraîchement coupé. Le drapeau américain se tenait droit et immobile sur l'estrade, ses franges dorées accrochant la lumière des projecteurs. Je me tenais au pupitre. Mon uniforme avait changé.
Les feuilles de chêne dorées de major avaient disparu, remplacées par les feuilles de chêne argentées de lieutenant-colonel. J'ai balayé du regard la mer d'uniforme bleu. 200 visages me regardaient. Ils ne me regardaient pas avec crainte. Ils ne me regardaient pas parce qu'ils y étaient obligés. Ils me regardaient avec confiance. J'étais désormais leur commandant. Au garde à vous, a aboyé l'adjudant. La salle s'est mise au garde à vous. Le son des 200 paires de bottes, frappant le sol à l'unisson, a résonné comme un coup de tonnerre. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas bombé le torse. Je suis juste resté là, savourant l'instant présent. Mes yeux ont parcouru le premier rang. Habituellement, celui-ci était réservé aux VIP, aux généraux et aux sénateurs. Mais ce jour-là, il y avait un vieil homme assis à la place d'honneur. Arthur Neves avait 70 ans maintenant. Il ne portait pas son uniforme d'apparat. Il avait pris sa retraite 5 ans auparavant. Il portait un costume civil gris anthracite, qui lui allait un peu trop grand. Ses cheveux, autrefois d'un gris acier coupé à ras, étaient maintenant complètement blancs et clairsemés. Il n'était plus le dieu de la guerre. Il n'était qu'un grand-père, qui jouait au golf le mardi, et se plaignait de son arthrite. Il n'avait pas été invité sur l'estrade pour me remettre mes insignes. J'avais choisi la sergente-chef Elena Rodriguez, désormais à la retraite et marchant avec une canne, pour cet honneur. C'était un choix subtil, mais délibéré. Le grade se gagne dans les tranchées, il ne s'hérite pas par l'ADN. Mais, mon père ne semblait pas en colère. Il n'avait pas l'air vexé. Alors que les mains tremblantes d'Elena agrafaient l'insigne argenté sur mon col, j'ai baissé les yeux vers lui. Il pleurait. Ce n'étaient pas les larmes de crocodile d'un manipulateur. C'étaient des larmes silencieuses, et discrètes, qui roulaient sur des joues ayant perdu de leur fermeté. Il a croisé mon regard et m'a offert un petit sourire tremblant. C'était un sourire triste. Le sourire d'un homme qui réalise trop tard qu'il a passé 30 ans à miser sur le mauvais cheval, mais qui est reconnaissant qu'on l'autorise à regarder la fin de la course. Je lui ai hoché la tête. De la reconnaissance. La paix. Mesdames et messieurs, ai-je dit dans le microphone, d'une voix claire et assurée. Le commandement n'est pas un privilège. C'est un fardeau. Et c'est un fardeau que je porterai pour vous, et non sur vous. Je n'ai pas cité Sun DSU. Je n'ai pas cité Patton. Je leur ai parlé comme à des êtres humains. Je les ai traités avec la dignité dont j'avais tant manqué, quand j'étais un jeune officier. Après la cérémonie, la ligne de réception s'est formée. Il y avait du punch et du gâteau. L'atmosphère était légère. Mon père est resté à l'écart, tenant un gobelet en carton rempli de punch, me regardant échanger avec les invités. Il n'a pas essayé de prendre le contrôle. Il n'a pas interrompu. Il est resté dans les limites que nous avions construites, brique par brique, au cours des 10 dernières années. Une jeune femme s'est approchée de moi. C'était une sous-lieutenant, tout juste sortie de l'académie. Son uniforme était flambant neuf, rigide et inconfortable. Elle avait l'air terrifiée. « Mon colonel » a-t-elle couiné. « Lieutenant Sarah Jenkins. Je voulais juste. Je voulais vous présenter mes félicitations. » J'ai souri, me rappelant la fille terrifiée que j'étais autrefois. « Merci, lieutenant. Comment vous adaptez-vous à l'escadron » Elle a hésité, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. « C'est difficile, mon colonel. Ma famille. Mon père est un colonel des marines. Il pense que l'armée de l'air est une branche molle. Il voulait que je sois avocate militaire, JAG. Il dit que je gâche mon potentiel dans le renseignement. Je me suis figé. Les mots étaient différents, mais la mélodie était exactement la même. Le fantôme du passé résonnait dans la voix de cette jeune fille. J'ai tendu ma part de gâteau à un assistant, et j'ai reporté toute mon attention sur elle. Je suis entré dans son espace personnel. Pas pour l'intimider, mais pour la protéger. « Lieutenant, regardez-moi » ai-je dit fermement. Elle a levé les yeux, écarquillée. « Je vais vous dire quelque chose qu'il m'a fallu 33 ans, et beaucoup de chagrin, pour apprendre, lui ai-je dit. Votre père vous a peut-être donné votre nom, mais ce n'est pas à lui d'écrire votre histoire. » Elle a cligné des yeux, surprise par l'intensité de ma voix. « Ne laissez personne définir votre valeur » ai-je continué. « Pas vos ennemis, et certainement pas votre famille. Vous n'êtes pas ici pour être son héritage.
Vous êtes ici pour bâtir le vôtre. La jeune lieutenante s'est redressée. C'était subtil, mais je l'ai vu. Une étincelle dans les yeux, un déplacement de poids, l'ébauche d'une colonne vertébrale. Oui, mon colonel, a-t-elle répondu, et cette fois, sa voix n'a pas déraillé. Merci, lieutenant-colonel. Rompez, lieutenant. Alors qu'elle s'éloignait, marchant un peu plus droite qu'avant, une citation de Maya Angelou m'a traversé l'esprit. C'était quelque chose que j'avais lu, pendant ces longues nuits de solitude au Yémen. Je me présente comme une seule femme, mais je me dresse avec la force de 10 000. Je n'étais plus seulement Lucia. J'étais la somme de toutes les femmes, à qui l'on avait dit de s'asseoir. J'étais la voix de chaque enfant, à qui l'on avait dit qu'il n'était pas à la hauteur. Je me tenais debout pour eux. La réception a touché à sa fin. La salle s'est vidée. Mon père s'est approché de moi. Il avait l'air fatigué. C'était un beau discours, Lucia, a-t-il dit doucement. Merci, papa. Il a regardé les feuilles de chêne argentées sur mes épaules. Il a tendu la main, a hésité un instant, puis m'a tapoté le bras maladroitement. Tu les portes mieux que moi. C'était ce qu'il dirait de plus proche pour admettre ses torts. Et c'était suffisant. Tu veux qu'on dîne ensemble, a-t-il demandé. Maman a fait un rôti. J'ai vérifié ma montre. Je ne peux pas. J'ai un vol à prendre. Un briefing au Pentagone demain matin. Il a hoché la tête. Une lueur de déception a traversé ses yeux, mais il l'a masqué rapidement. Bien sûr. Le devoir avant tout. Je comprends. Je t'appellerai dimanche, ai-je dit. Dimanche, a-t-il répété. D'accord. Il s'est retourné, et a marché vers la sortie. Une silhouette solitaire dans un immense hall. Je l'ai regardé s'éloigner, ressentant un pincement de tristesse, mais aucune culpabilité. Je lui avais pardonné, mais je n'avais pas oublié. La relation était guérie, mais la cicatrice serait toujours là. Pour me rappeler où la limite avait été fixée. Je me suis retourné et j'ai franchi la porte de côté. Le soleil de Virginie m'a frappé le visage, chaud et doré. Le ciel au-dessus de l'Anglais était d'un bleu perçant et infini. Le genre de ciel qui suppliait qu'on y vole. J'ai pris une grande inspiration, remplissant mes poumons de l'air de la liberté. Je n'étais plus la petite Lucia. Je n'étais même plus Ghost 13. C'était un nom pour l'ombre, pour une femme qui devait cacher sa grandeur afin de survivre. J'ai marché vers ma voiture, mes talons claquant en rythme sur le trottoir. Je n'avais plus besoin de me cacher. Je n'avais plus besoin de disparaître. Mon nom est Lucia Neves. Je suis lieutenant-colonel dans l'armée de l'air des États-Unis. Et, pour la première fois de ma vie, je ne fuyais rien. Je volais. S'il n'y a qu'une seule chose que je souhaite que vous reteniez de mon parcours, c'est ceci, vous tenez la plume de votre propre histoire. Pendant des années, j'ai laissé mon père tenir cette plume. Il m'a décrite comme une victime, une déception, et une ombre. Mais dès l'instant où j'ai repris cette plume, j'ai réalisé que je n'étais rien de tout cela. J'étais une guerrière. N'oubliez pas que fixer des limites aux membres toxiques de votre famille n'est pas un acte de haine. C'est un acte d'amour-propre absolu. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour accomplir de grandes choses. Vous n'avez pas besoin de leurs excuses pour avancer. Votre valeur n'est pas un cadeau qu'ils vous font. C'est une forteresse que vous bâtissez vous-même. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Nous avons tous un général Neves dans notre vie. Quelqu'un qui a essayé de nous rabaisser, pour se sentir plus grand. Mais regardez-vous. Vous êtes toujours là. Vous êtes toujours debout. Si mon histoire a résonné dans votre cœur, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton j'aime. Cela aide d'autres fantômes à trouver ce message d'espoir. Et dans les commentaires ci-dessous, j'aimerais que vous fassiez une déclaration. Tapez « Je suis le commandant ». Prenez le contrôle de votre vie. Prenez le contrôle de votre avenir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, pour d'autres histoires vraies de justice et de résilience.